qu'on va co-animer avec le cabinet Extend Business Consulting, qu'on est ravi d'accueillir. Donc, quelques règles du jeu. Donc, le webinaire va durer environ 20-30 minutes. Vous pouvez poser des questions à tout moment pendant le webinaire. On essaiera de les traiter au fur et à mesure ou à la fin. Et si on manque de temps, on reviendra vers vous après le webinaire. Le webinaire va être enregistré, il sera disponible en replay et on partagera aussi le support de présentation qui sera téléchargeable avec un petit bonus. Si vous avez moins de problèmes, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat pour obtenir une assistance technique des modérateurs. Donc on va commencer par se présenter. Donc en ce qui me concerne, je suis Nicolas Peraldo, responsable commercial chez Aptos. Donc Aptos, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est éditeur et intégrateur de solutions spécialisées pour le retail, avec plus de 660 clients, plus de 1000 marques clientes. On a une suite logicielle assez complète, end-to-end. Donc on couvre le cycle de vie marchandise, évidemment, qu'on va présenter un petit peu aujourd'hui. On couvre aussi le cycle de vie client et le cycle de vie plus commande transactionnelle. Et donc je suis ravi d'accueillir Marc aujourd'hui. Bonjour Nicolas, bonjour à vous tous. Donc Marc Soubeyran, directeur associé du cabinet Extend Business Consulting, un cabinet de conseil qui a une expertise à la fois sectorielle et métier, donc sur le fashion, le luxe, la distribution spécialisée et la grande distribution. Nous intervenons à la fois sur des missions courtes de type Diag Flash, formalisation de vos processus, mais aussi sur des grands programmes de transformation de systèmes d'information au sein de votre entreprise. Donc au niveau de ce webinaire, nous allons partager avec vous 4 attentes clients à mettre sous contrôle et notamment leurs conséquences sur le développement produit et le sourcing. Une étude du Boston Consulting Group montre les principaux critères des Français motivant un achat fashion, donc qui a été réalisé en 2019. Parmi ces critères, on retrouve donc un achat de produits de marque, mais également de produits de tendance, de produits que l'on retrouve chez les influenceurs. Du coup, une attente, en première attente, on notera celle d'avoir un produit au sein de ses marques préférées et un produit notamment de tendance et des produits renouvelés. Une deuxième attente forte des clients, ça va être la qualité, en termes de produits de bonne qualité, mais aussi de bons rapports qualité-prix, on va le voir. Alors, une autre attente qui est encore faible par rapport aux autres attentes, mais qui prend de la vitesse et qui est nécessaire dès aujourd'hui d'anticiper. Donc, c'est celle pour un client d'avoir des produits respectueux de l'environnement, respectueux de la santé, mais aussi, bien entendu, des conditions de travail. Et une dernière attente, ça va être la personnalisation. Donc ça, c'est très tendance en ce moment, on en parle beaucoup. Donc pour des raisons de temps, on ne traitera pas ce sujet de la personnalisation lors de ce webinaire, mais le PowerPoint qu'on partagera en téléchargement, il comprendra bien cette partie complète sur la personnalisation et donc vous pourrez y accéder en téléchargement à la suite du webinaire. Alors, du coup, sur ces 4 attentes clients à mettre sous contrôle, vous avez au sein de vos entreprises plusieurs leviers pour pouvoir justement les maîtriser et répondre à ces attentes. Nous allons, dans le cadre de ces webinaires, vous parler d'un levier pour chacune des attentes, donc de 4 leviers. Pour le renouvellement, on parlera de la réduction du lead time. Pour la qualité, donc la partie, une meilleure gestion de votre service qualité. Pour le RSE, un sourcing responsable et enfin pour la personnalisation, donc une implication client dans vos processus amont. Encore une fois, comme tu le disais Nicolas, ce sera documenté dans le support que vous pourrez accéder et il ne sera pas abordé là dans le cadre de ces 30 minutes. Super. Donc on va commencer avec les exigences clients en termes de renouvellement de produits, d'offres, et donc l'objectif pour les entreprises de réduire leur lead time produit. Alors le lead time, hein, pour bien rappeler ce que c'est le délai total entre la conception du produit
et sa mise à disposition pour le client. Donc ça correspond au total au développement, au sourcing, à l'approvisionnement amont, à la distribution. Là évidemment, comme on est sur un sujet amont, on va traiter que le lead time développement en fait jusqu'au développement produit et sourcing, oui. Voilà, exactement. Mais quand même, on a donc d'après une étude McKinsey, on a 56% des marques qui positionnent ce point de la réduction des lead time dans le top 3 de leurs priorités stratégiques en termes de go-to-market, et déjà 80% qui ont initié des actions concrètes. Donc ça reste un sujet très important pour elles. Donc pour adresser ces besoins clients en termes d'avoir des produits tendances, des produits au bon prix aussi, et puis de nouveaux produits à chaque visite, c'est-à-dire un renouvellement en linéaire ou sur un site web, trouver ces nouveaux produits qui correspondent à ces nouvelles envies. Donc les entreprises vont devoir être à la manœuvre pour proposer et réagir en conséquence par rapport à ces besoins. Alors du coup, par rapport à ces besoins, quelles conséquences pour votre entreprise? C'est déjà d'avoir un time to market plus court que ce que l'on peut avoir jusqu'à présent, un besoin de renouvellement rapide de vos références, et afin de pouvoir avoir des produits au bon prix, de faire du volume. Donc, en conséquence et action au niveau de votre développement produit et sourcing, ça va être déjà de mettre en place des calendriers différenciés, donc des calendriers en fonction de votre mode d'achat ou de votre typologie de produit et ou de votre pyramide de l'offre, qui va vous permettre de répartir, d'avoir une meilleure répartition de votre charge de travail, de permettre également une production hors saison et de pouvoir exploiter les tendances manquées. En deuxième point, c'est également de pouvoir anticiper en tout cas les achats et la production matière. On sait que c'est très consommateur de temps dans tout le timing de développement produit et de la mise en production. Donc particulièrement plus adapté sur les permanents et les basiques, de pouvoir mettre en place des programmes matières, de pouvoir faire de la nomination et de l'anticipation de ces achats. En troisième point, de pouvoir également capitaliser sur les formes connues, les formes pour lesquelles vous avez déjà développé et mis au point des produits. Donc on va gagner en temps de conception et de mise au point, ce qui vous permettra de réduire votre lead time total. En quatrième point, il va falloir bien encadrer et être bien prescriptif pendant le processus de conception, pour avoir une conception qui soit bien définie, pour éviter le rework en développement et en sourcing produit, et limiter le nombre d'itérations de prototypage et d'échantillonnage, parce que souvent ça peut vite exploser au niveau des délais. Donc c'est là qu'on va pouvoir gagner de manière importante. Et en dernier point, pour la réduction du lead time, ça va être de mettre en place une bonne gestion de votre parc fournisseur et de pouvoir capitaliser sur les fournisseurs connus, les fournisseurs de confiance, notamment pour vos produits permanents et pour pouvoir lancer vos actua rapidement. Donc le PLM va vraiment être un outil clé dans cet objectif de réduction du lead time, notamment en permettant donc un travail plus fin sur les workflows et sur les notifications, avec du suivi et des alertes qui vont permettre de mieux s'adapter aux besoins pour chaque produit, chaque matière, chaque cas de figure, et s'adapter aussi aux ressources disponibles aussi. Ensuite, une gestion des oublis et des exceptions aussi, pour tout de suite alerter les utilisateurs, les équipes en cas de problème, et les faire réagir de manière plus proactive que réactive. Alors dans la gestion des oublis, on a aussi la gestion des priorités. C'est important, ce sont des systèmes qui permettent d'ordonner, de séquencer les actions et de se focuser sur les prioritaires. Ouais, absolument. Ensuite, ça va permettre une gestion plus précise des échantillons pour être plus efficace sur les cycles de validation. Ensuite, ça va permettre d'avoir un rétro-planning produit adapté et une gestion des cycles et des circuits qui soient adaptés pour encore une fois, anticiper les choses au bon moment, être proactif sur la base de l'expérience acquise, de ce qu'on a constaté comme délai dans le temps, et voilà, arriver à fine-tuner un petit peu les délais. Alors la notion de référentiel unique est une
est une notion importante et primordiale dans le choix de mise en place d'une solution PLM, puisque par rapport à des documentations Excel ou des échanges de mails, elle permet de venir concentrer une information unique, de la mettre à disposition de l'ensemble des acteurs, en fonction des droits évidemment que vous déciderez et vous mettrez en place. Ce référentiel unique vous permettra de capitaliser du coup sur l'ensemble des informations qui sont en cours ou qui ont été historisées, comme les validations, comme des choix de fournisseurs, et qui pourra améliorer le rendement du coup de votre productivité. Et autour de ce référentiel unique, on va pouvoir avoir une collaboration interne et externe facilitée, toujours encore une fois pour perdre moins de temps et en centralisant les échanges sur un seul médium. Voilà pour ce premier point. Alors, la deuxième attente client qu'on voulait mettre en exergue, donc c'est les attentes en termes de qualité, donc les impacts pour l'entreprise d'améliorer leur gestion de la qualité. Donc, la qualité, c'est vraiment devenu un critère primordial d'achat pour les consommateurs, encore selon l'étude OpinionWay là, qu'on voit là. Pour 95% des Français, c'est le critère d'achat numéro 1. Si on zoome dans l'habillement, on a 39% des sondés qui privilégient l'achat d'un produit de bonne qualité et de bon rapport qualité-prix. Donc voilà, ce besoin de qualité, de rapport qualité-prix, et éventuellement, si par mégarde le client achète un produit qui s'avère défectueux, le besoin d'avoir une prise en compte rapide et un suivi optimisé des retours clients sur ces produits, ça va mettre sous pression l'entreprise par rapport à ce besoin de qualité. Alors en conséquence, du coup, pour votre entreprise, c'est vrai qu'on retrouve pas systématiquement, encore aujourd'hui, des évaluations faites sur les fournisseurs, mais de manière à pouvoir avoir une meilleure gestion de la qualité, il est important de pouvoir s'appuyer sur une évaluation fournisseur pour pouvoir justement améliorer cette gestion de qualité et l'ensemble des plans de contrôle que vous pourrez adapter aux produits, mais aussi de pouvoir définir des procédures qui seront donc formalisées, qui seront communiquées, des procédures claires et qui répondront à la stratégie de la qualité de l'entreprise. Et enfin, nous vous recommandons, ce n'est également pas systématiquement le cas, de mettre en place un service qualité dédié. Alors, quelles conséquences et actions au niveau toujours du développement produit et du sourcing ? C'est déjà de pouvoir avoir et mettre en place un référentiel sur l'ensemble de vos éléments, de vos informations nécessaires à la mise en œuvre de la qualité. Donc toute la documentation sur les réglementations, sur les normes, mais également l'ensemble des certificats qu'ils seront à fournir par vos fournisseurs en fonction des niveaux d'exigence qualité que vous aurez définis sur vos produits. En termes de documentation et de référentiel, c'est également de pouvoir référencer l'ensemble des risques de vos produits, mais également de couple produit-fournisseur, de pouvoir préciser les critères d'apparition de ces risques et l'ensemble des actions préventives au niveau de chacun des produits et des produits fournisseurs. Ensuite, il va être important de pouvoir capitaliser sur une classification et une évaluation des fournisseurs sur la base, donc à l'aune de ce qu'ils ont fourni dans le passé ou de ce qu'on leur demande de fournir dans le futur. Oui, alors quand on parle de classification, Nicolas, c'est bien entendu de pouvoir définir différents niveaux justement de confiance et de validation ou de contrôle qu'on mettra sur les produits en fonction de tel ou tel fournisseur et de leur historique au sein de l'entreprise. Sur les différents critères, en fonction des différentes catégories de produits, des savoir-faire qu'ils ont, absolument. Donc, fort de ces référentiels dont on vient de parler sur la documentation et notamment l'ensemble des risques, c'est également de pouvoir avoir et mettre en place donc une solution dotée d'une intelligence qui saura vous suggérer en fonction de la création progressive de vos produits, un niveau de risque sur votre produit fournisseur, et de vous proposer un plan de contrôle par rapport aux règles de gestion établies, adaptées à ce produit. Mais également, du coup, par rapport à ce plan de contrôle qui aura été initié,
de pouvoir le mettre à jour continuellement tout au long de votre développement produit, au moment de la production et également au moment des expéditions. Donc de mettre à jour ce plan de contrôle en fonction de l'avancement des tests, de l'avancement des inspections, de leurs résultats, mais aussi en capitalisant sur une évaluation qui pourra se faire de manière fréquente ou en temps réel. Voilà, donc le PLM va vraiment avoir un apport déterminant dans ce domaine de la qualité, pendant les phases effectivement amont de développement et de validation produit, mais aussi par définition tout au long du cycle de vie du produit. Donc d'abord en encadrant des processus qualité qui soient adaptés et automatisés, donc toujours avec cette gestion par exception pour être plus efficace. Ensuite, en permettant une flexibilité dans l'exécution, en fonction des résultats, des cas de figure, des situations. C'est ça, c'est-à-dire qu'une solution qui ne robotise pas les actions, mais qui laisse la prise de décision à l'utilisateur. Exactement. Ensuite, en restant conforme aux normes et à l'évolution de ces normes dans le temps, pour que les équipes n'oublient rien et évitent aussi les redondances, de ne pas faire des contrôles qui soient inutiles. Ensuite, en permettant une configuration des contrôles à différents niveaux, donc que ce soit un article, une matière, une fourniture, un fournisseur, un point d'expédition, et en répercutant les résultats sur les autres entités liées, donc sur tous les produits d'un fournisseur, par exemple, etc. Ensuite, en gardant un suivi de la qualité des saisons en cours ou passées pour pouvoir ajuster sur les saisons suivantes, aussi bien en termes de workflow, de contrôle, comme disait de marque, documentation attendue, et être plus pertinent dans les évaluations et les recommandations. Oui, alors on a beaucoup parlé d'évaluation fournisseur. C'est vrai que c'est primordial pour une bonne gestion de la qualité et bien adapter donc le niveau de contrôle au produit. Évidemment, ce type de solution, les solutions PLM, vous permettront et vous donneront les fonctionnalités nécessaires à la mise en place de grilles de scoring, de critères qui pourront se calculer soit automatiquement par rapport à des formes de calcul que vous aurez déterminées, ou alors en venant renseigner de manière déclarative une note sur un critère qualité, un critère de participatif du fournisseur et ce genre d'évaluation. Ces évaluations, du coup, pourront se faire soit quasiment en temps réel, ou en tout cas dès qu'une action aura été avancée ou terminée, ça pourra mettre à jour l'évaluation, ou alors de manière programmée à des moments précis au sein de votre collection. Et cette mise à jour pourra être différenciée aussi en fonction des profils utilisateurs. Certains ont peut-être besoin d'avoir une évaluation qui se met à jour régulièrement, d'autres peut-être à des moments précis de la collection. On en profite pour faire un petit rappel parce qu'on voit qu'il y a peu de questions pour le moment. N'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. On a un œil sur l'ensemble des questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Bon, sinon, on vous rappelle qu'il y a une session à la fin où on prendra un petit peu de temps à répondre à vos questions. Donc troisième grande attente client, donc ça va être les attentes, les exigences du client en termes de RSE. Donc comme a dit Marc, c'est quelque chose de récent mais de profond. Donc attente de produits green, de produits éco-responsables, des produits qui correspondent à des normes de développement durable et aussi par exemple de commerce équitable. Donc ça va amener pour l'entreprise un besoin de sourcer de manière responsable ces produits, ces collections. Donc tous ces produits durables au sens large prennent de l'importance. Selon deux études qu'on voit ici, Forbes et Fashion Network, on a 66% des consommateurs qui se disent prêts à payer plus pour un produit qui soit plus éco-responsable. Et on voit que c'est encore plus marqué chez les millennials. Donc les millennials, c'est à peu près la tranche 25-35 ans, donc les jeunes actifs qui sont disposés donc à payer aussi plus pour avoir un produit durable. Oui, et à contrario, cette étude montre effectivement que les enseignes et les marques aujourd'hui n'ont pas encore toutes fait le pas de manière à apporter une complète transparence sur la provenance des produits et en tout cas d'avoir signé des chartes qualité.
On n'en est qu'à 8%, donc d'où le message aujourd'hui qu'on voulait vous faire passer, l'importance de restructurer, de mettre en place des solutions pour pouvoir suivre l'ensemble de ces KPI environnementaux et de pouvoir prendre en considération cette attente qui sera de plus en plus forte de la part de vos clients. Voilà, donc des besoins forts pour avoir des produits fabriqués à partir de matières et de procédés qui soient durables, mais aussi qui soient fabriqués dans le respect des conditions de travail. Alors, quelles conséquences pour votre entreprise? Il faudra, et il est nécessaire évidemment, de définir des engagements avec vos fournisseurs, sur tout l'ensemble de ces critères environnementaux, conditions de travail, et du coup d'établir une collaboration étroite et donc de profiter de solutions permettant cette collaboration à travers des portails et des accès d'information. D'avoir un système bien entendu bien moins opaque qu'actuellement et une transparence sur l'ensemble de la provenance des produits mais également de leurs constituants, et enfin de mettre d'avoir une gestion de fin de vie de vos produits, voire de mettre en place un réseau de seconde main des produits, voilà, chose que l'on voit de plus en plus également en ce moment se répandre au sein des marques. Donc, conséquences au niveau du développement produit et les actions à mettre en place, donc nous aussi notamment au niveau du sourcing, ça va être par l'intermédiaire justement de mise à disposition de formulaires et de collaboration étroite avec vos fournisseurs, donc une traçabilité sur l'ensemble des activités de votre fournisseur en termes de fabrication et de transport, donc pour les matières premières, pour l'ensemble des produits finis, mais aussi une traçabilité sur les process de lavage, les process de teinture, donc tout ce qui a atteinte aujourd'hui à l'environnement. Ensuite, on a des conséquences il va falloir bien suivre des KPIs environnementaux, par exemple les besoins en eau, qui est un indicateur qui est de plus en plus scruté. On sait ou on ne sait pas qu'un t-shirt nécessite environ 4000 litres d'eau pour sa fabrication. Au total, un jean 7000. Donc voilà, tout ce genre d'indicateurs qu'on va pouvoir avoir à l'article en fonction des choix qui sont faits va être fondamental pour aiguiller, orienter les équipes de développement. Alors, il est également important dans la mesure du possible, en fonction évidemment des capacités de vos bureaux, des compétences de vos fournisseurs et des outils que vous avez, mais de dématérialiser une partie des échantillons qui transitent entre eux et vous encore aujourd'hui, donc des échantillons physiques pour des validations, mais aussi de pouvoir du coup favoriser les délégations de ces contrôles en favorisant bien entendu les contrôles simples, voire les contrôles répétitifs dans un premier temps, mais qui fera gagner donc à la fois au niveau de la qualité, mais au niveau de vos lead time dont on a parlé tout à l'heure. Un point également important, c'est de pouvoir identifier et les cas de mutualisation au niveau de vos produits sur des matières, mais aussi sur les sites de fabrication. Et en dernier point, nous parlons donc de la possibilité, avec des solutions notamment de type PLM, de pouvoir identifier rapidement et de pouvoir sourcer des fournisseurs tout intégrés dans la mesure du possible, afin de limiter donc les transports de matières, de produits finis, voire de sous-ensembles d'un site de production à un autre. Voilà, donc par rapport à ces sujets, on a deux questions intéressantes là de Jérémy. Est-ce que les PLM intègrent une gestion des critères environnementaux? Donc ça, on va le voir juste dans le slide d'après. La réponse est oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez dans notre démarche? On envisage de mettre en place un PLM. Nous avons au préalable des soucis de suivi qualité et d'évaluation fournisseur. Donc, la démarche, elle n'est pas que utile, évidemment. La démarche, elle est déjà de clarifier les attentes, de limiter évidemment les fortes ambitions dès le démarrage, mais déjà de partir sur quelques critères qui seront pour vous les plus pertinents et les plus critiques, de spécifier le niveau de criticité de ces critères, mais également le niveau de validation ou de suivi de ces critères.
Et après, on outillera évidemment, comme tu vas te le présenter juste après, on outillera des KPI pour le suivi de ces critères et de manière à pouvoir suivre l'ensemble de ces suivis de qualité et d'évaluation fournisseur. Exactement. Donc pareil aussi, je vois aussi la question de Laurent par rapport à l'aide du PLM pour participer à la transparence de la supply chain. C'est exactement ça. Voilà, le PLM va vraiment aider les distributeurs sur des fonctions clés et sur des objectifs de conformité comme ça à la RSE, à la qualité pour le client. Donc notamment à travers la gestion des audits, pour valider la conformité des fournisseurs, des sites, des usines, conformité par rapport aux consignes et aux normes qui évoluent constamment, et donc revérifier cette conformité régulièrement. Ensuite, à travers la mesure et le suivi d'indicateurs, tels que l'indice de Higg, l'ACV en français, l'indice du cycle de vie, qui va donc mesurer l'impact environnemental, aussi bien pour connaître cet impact et sensibiliser les équipes en interne, que pouvoir aussi communiquer ces indicateurs à l'extérieur, ça va être intéressant. Alors, évidemment, notamment également le PLM sur cette partie de critères et de durabilité, on a besoin d'une collaboration forte avec les fournisseurs, et du coup, ce type de solution vous apporte plusieurs critères, plusieurs fonctionnalités en termes de sourcing, de traçabilité, notamment la possibilité de pré-référencer les fournisseurs que vous prospecterez, que vous décidiez de travailler avec eux dans les médias ou non, mais de déjà pré-référencer, pré-qualifier, et de mettre à leur disposition dès le démarrage, notamment au niveau des audits, des formulaires en ligne pour la saisie d'informations qui vous permettra d'alimenter vos KPI et un niveau de respect de l'environnement, de la santé et des conditions de travail. Ensuite, ça va vous permettre de vous adapter, d'adapter les exigences aussi en fonction des pays de provenance ou des pays de destination, parce qu'il peut y avoir des restrictions. Là encore, pour que les équipes puissent être guidées en fonction des cas de figure, des articles, des matières, des cas particuliers. Ensuite, ça va permettre d'avoir un focus particulier sur des sélections de produits, des produits green par exemple, à travers des workflows et des règles de gestion particuliers, du reporting spécifique. Un autre point aussi, ça va être l'intégration 3D qui peut être intéressante pour dématérialiser et éviter des navettes de transport dans les cycles de prototypage et d'échantillonnage. Mais du coup, la solution PLM Aptos intègre un moteur 3D? Oui, donc on a à la fois un connecteur avec des outils 3D externes, et on a aussi un outil 3D qui permet de simuler en 3D un rendu à partir d'un visuel à plat. Oui, absolument. D'accord, donc ça facilitera cette dématérialisation. Exactement. Et enfin, la gestion des gammes, des nomenclatures et des spécifications multiples pour pouvoir adapter plus facilement des bases produits que l'on a, qu'on connaît déjà bien, mais adapter ces bases à des nouvelles contraintes ou à des standards supérieurs pour les prochaines saisons, les prochaines collections. Voilà, donc quelques enseignements qu'on voulait dégager. On a alors le premier point, c'est que vraiment le PLM devient un facteur différenciant dans l'entreprise pour adresser ces nouveaux besoins clients en termes d'offres produits. Ça, on le voit vraiment à travers les trois besoins qu'on a adressés aujourd'hui. Oui, également, on se rend compte que le besoin de proximité et de collaboration, qu'elle soit en interne, afin de désiloter, ou qu'elle soit vis-à-vis de vos prestataires, de vos bureaux et de vos fournisseurs, donc en externe, un vrai besoin de mettre en place des portails collaboratifs, des échanges d'informations, des informations qui ne seront pas ressaisies et qui seront en temps réel mises à jour. Ensuite, le troisième point, c'est que le PLM doit aussi permettre d'adresser toutes les exigences réglementaires externes, donc on en a bien parlé, au plus fin de ce qu'il faut faire dans chaque cas de figure. Donc, ça, on l'a vu à travers à la fois les workflows pour le lead time, la qualité et le RSE. Alors, choisissez aussi une solution et
qui vous apportera une grande flexibilité. Ne déployez pas et ne systématisez pas tous vos processus à l'intérieur de l'outil. L'important est d'avoir un outil qui vous permette de prendre des bonnes décisions, de vous donner l'ensemble des informations nécessaires et de vous guider dans vos choix. Il faut maintenir évidemment dans ce type d'outil une grande flexibilité en termes d'utilisation. Voilà, ce qui vous permettra, et ce sont des facteurs clés de réussite, une bonne appropriation de l'ensemble de vos utilisateurs. Voilà, donc un PLM flexible, mais aussi un PLM qui soit intégré dans l'entreprise. L'intégration est fondamentale. Le PLM doit vraiment irriguer les autres systèmes du paysage applicatif pour que justement ces promesses produits deviennent des réalités et que le produit rencontre le client et satisfasse ses besoins du client. Voilà, je vois qu'il y a d'autres questions, notamment Jérémy, on reviendra vers vous à l'issue du webinaire parce qu'effectivement il est déjà 11h. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention, pour votre temps. N'hésitez pas à revenir vers nous, à télécharger le support complet qui intégrera encore une fois la personnalisation. On voulait aussi vous indiquer les deux événements qu'on a de notre côté. Oui, tout à fait. Donc, Extend Business Consulting réalise régulièrement des webinars. Le prochain est sur un PIM. Donc les PIM sont des solutions de gestion de la donnée produit. Il se réalisera le 5 mars à la même heure, à 10h30. Donc vous recevrez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter et vous recevrez prochainement des invitations pour vous inscrire à ce webinaire. Voilà, et côté Aptos, on a notre séminaire annuel, Thinking Retail Forum, l'édition de Paris, qui revient donc le 24 mars matin. Donc pareil, on enverra les invitations. Merci à tout le monde pour votre participation. Pour les questions, nous sommes, Nicolas et moi-même, à votre disposition pour venir approfondir donc, ces messages, vous aider à les mettre en œuvre au sein de votre entreprise. Merci Nicolas pour cette invitation. Merci Marc, merci à tous et à bientôt. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.